La matinale RCF, 8h10, Brexit, montée des nationalismes, crise migratoire. À l'heure où l'Europe n'a jamais semblé aussi mal en point, notre grand invité ce matin est un grand Européen. Philippe Herzog, bonjour. Bonjour. Vous avez une trajectoire originale, vous êtes né au Parti communiste presque. Vous y avez fait toute une grande carrière de dirigeant jusqu'en 1996. Et puis, vous vous êtes progressivement engagé pour l'Europe au sein de la Commission européenne et puis comme député. Et puis, vous avez fondé ce think tank Confrontation Europe, confrontation au pluriel. Vous avez été un proche de Georges Marchais, mais vous avez été aussi un proche d'autres Européens, beaucoup moins communistes. Nous en reparlerons de cet itinéraire. Mais d'abord, j'aurais qu'on parle de votre regard sur l'Europe. Je l'ai dit, l'Europe est très mal en point. Comment qualifiez-vous le moment européen que nous sommes en train de vivre ? C'est une situation de crise. Cela dit, ce n'est pas la première fois. Il y a des hauts et des bas. L'Europe n'a que 60-70 ans comme formation d'une communauté. On ne parle plus de communauté d'ailleurs, on parle d'union. Je préférais le mot communauté. Et donc, c'est très loin des gens, l'Europe. La communauté européenne, c'est Bruxelles. Et les gens n'ont pas la possibilité de vivre la vie de cette... C'est devenu une technocratie. Et donc, il y a besoin d'un nouveau récit. Il y a besoin d'un nouveau récit qui montre que l'Europe commence ou répond mieux à une série de problèmes fondamentaux. Les incertitudes dans le monde entier sont là. Les incertitudes aussi en matière sociale, la montée du chômage, des inégalités, et l'Europe n'apparaît pas comme apportant les réponses voulues. Donc c'est un peu l'heure d'une refondation. Donc la question qui est devant nous, c'est est-ce qu'on sera capable ou non de refonder l'Europe alors qu'il y a des forces de repli. La majorité des peuples européens veulent rester dans l'Union, mais en même temps, ils s'y trouvent mal. Les Britanniques veulent reprendre le contrôle de leur destin. C'est vrai aussi dans d'autres pays de l'Est. C'est une situation chaotique, mais qui appelle de notre part beaucoup de courage et de volonté. Philippe Herzog, quelle a été la faute, quelle a été la responsabilité des responsables européens pour que l'Europe devienne une technocratie, comme vous l'avez décrite ? Je pense quand même que la responsabilité vient du côté des gouvernements, des États-nations. C'est dirigé par le Conseil européen, l'Europe, c'est-à-dire c'est les réunions des chefs d'État. Or, les chefs d'État coopèrent très peu entre eux, comme vous pouvez le constater. Il y a énormément de divisions. Et la Commission européenne n'a jamais pu s'affirmer comme une autorité politique. Par contre, il y a l'expertise, on y fabrique des lois. Et ceci ne correspond pas à ce que souhaitent des citoyens d'une véritable communauté qui serait toucher chacun et lui proposer des réponses dans la vie quotidienne, qu'il s'agisse de l'emploi ou encore sur la scène internationale. On voit M. Xi et M. Trump monter et l'Europe qui n'apparaît pas capable d'être un acteur global. Donc les gens se détournent d'un espace qui est devenu technocratique parce qu'on a bien voulu qu'il le devienne. Mais vous, Philippe Herzog, vous n'avez jamais désespéré de l'Europe ? Vous pensez encore que l'Europe a les clés pour répondre aux défis d'aujourd'hui ? L'Europe a besoin d'une refondation, comme je dis. L'Europe est un marché et une technocratie. Et ceci ne peut séduire. C'est pourquoi, dans un certain nombre de pays, à commencer par les Anglais, il y a cette idée que la nation, finalement, si elle serait mieux à même de répondre aux attentes des gens. Or, nous sommes dans un monde interdépendant où les Européens, s'ils n'arrivent pas à s'unir, ne pèseront pas lourd. Avec cette montée des superpuissances, avec tous ces défis climatiques de la révolution numérique, on attend de l'Europe beaucoup, beaucoup plus. Enfin, on attend. Ceux qui n'ont pas perdu la foi, comme moi, attendent beaucoup plus. Et l'Europe peut répondre à cette attente ? Et l'Europe peut répondre à cette attente. À quelles conditions ? Alors, à deux conditions, c'est que les gens puissent y participer au niveau des entreprises, au niveau des localités. Les gens doivent être capables de porter des projets européens en matière d'éducation, en matière d'industrie,
en matière de traitement de l'immigration, on voit bien que toute une série de problèmes seraient mieux traités ensemble au niveau européen, alors que la division nous conduit à une impasse collective. Mais pour cela, il faut que l'Europe s'ancre dans les territoires ? Il faut que l'Europe s'ancre dans les territoires, il faut qu'elle porte des projets qui répondent plus directement aux principales attentes des gens, l'éducation, l'emploi, les compétences, l'industrie, alors qu'aujourd'hui, ces questions sont restées essentiellement du domaine national. Donc il va falloir partager plus. L'immigration étant aussi un test tout à fait évident. Chacun ne peut pas résoudre séparément cette question-là. Donc il faut monter d'un cran autour des questions de la vie quotidienne des gens. Et ceci, à mon avis, est possible à condition simplement que des mouvements civiques comme Confrontation et d'autres se développent et montent plus en ambition. Il faut former société en Europe, dit Confrontation Europe. C'est-à-dire que les associations, les mouvements qui sont pro-européens prennent plus conscience du fait qu'ils ont un pouvoir potentiel de faire changer les choses. Et aujourd'hui, par exemple, sur la scène politique, la meilleure façon de répondre aux populistes, entre guillemets, c'est de porter maintenant un projet plus attractif pour les gens. Et aussi avec cette idée que l'Europe doit devenir une sorte de puissance publique, c'est-à-dire que l'Union européenne se dote des attributs d'agir dans ces domaines-là. Ça, c'est un changement qualitatif. Quand vous voyez Emmanuel Macron essayer de redonner du souffle au projet européen, il s'y prend bien ? Il est pro-européen, ça ne fait aucun doute. Et il a de l'ambition, mais il s'y est mal pris au départ. Pourquoi ? Il a commencé par faire la leçon aux Polonais, aux Hongrois, à d'autres, sans bien connaître ces peuples-là. Et puis il donne un peu... Et en même temps, il n'a pas totalement tort. La qualité de la démocratie n'est pas forcément... Oui, mais à l'Ouest non plus. À l'Ouest non plus, on n'a pas trop de leçons à donner. Parce que chez nous aussi, nous avons nos populistes très nombreux. Et puis, d'autre part, il ne faut pas penser que tous les Hongrois ou tous les Polonais sont tombés à l'extrême droite. Ça n'est pas vrai. Moi, je sais très bien que, au contraire, c'est un peu comme en Grande-Bretagne, les populations sont partagées. Ce que Macron ne sait pas faire, c'est parler au peuple. Il faut voir derrière les dirigeants. Il n'y a pas que M. Orban dans la vie ou M. Kaczynski. Il y a une population qui cherche sa voie. Moi, je suis un peu personnaliste du point de vue de ma philosophie politique, si je peux... C'est Emmanuel Mounier, c'est ça ? Oui. Pour un ancien communiste, c'est surprenant ? Oui, en tout cas, c'est une de mes sources d'inspiration, en ce sens qu'il faut toucher les personnes. Et Emmanuel Macron fait la leçon et ne voit que la scène des chefs d'État. C'est un peu comme à l'intérieur, c'est un peu le même défaut. Il peut se corriger. Au moins, on a un président qui veut agir en Europe. Pour redonner le goût de l'Europe, à l'Est comme à l'Ouest, même si cette division est peut-être un peu plus factice aujourd'hui, mais pour redonner le goût de l'Europe partout en Europe, il faut toucher le peuple. Ça, ce sont vos racines communistes qui parlent ? Il faut toucher le peuple, et c'est effectivement mes racines. Moi, j'ai choisi le Parti ouvrier parce que c'était un parti proche des gens, précisément. Et l'idéal de participation a toujours été le mien. Quand j'ai fait campagne en 1989 sur l'Europe, précisément, j'ai fait toute ma campagne sur le thème « L'Europe, c'est votre affaire, appropriez-vous du sujet ». Mais, encore une fois, les gens sont tellement matricés par une histoire qui est celle des États-nations, ils sont un peu prisonniers de l'éducation nationale, stricto sensu, ils craignent la mobilité. Je comprends la difficulté. Mais l'Europe est un espoir. L'Europe a un grand passé derrière elle. Et comme je vous ai dit dès le début, il faut un nouveau récit et toucher l'âme des gens. Et vous dites, Philippe Herzog, qu'il faut refonder l'Europe. Dans votre livre, ce sont vos mémoires qui viennent de sortir aux éditions du Rocher, d'une révolution à l'autre. Vous faites un plaidoyer pour la culture et vous dites tout recommencer par la culture. Qu'entendez-vous par là ? Tout recommencer par la culture, ça veut dire acquérir une éducation européenne. Moi, je suis très pour les jumelages de maîtres et d'élèves, les échanges scolaires, la création d'universités technologiques européennes pour le développement des compétences, qui est un problème massif aujourd'hui pour la revalorisation du travail. Donc l'Europe doit
ça passe par l'éducation, mais ça passe aussi par la création d'un espace public de communication qui n'existe pas. Il n'y a pas de médias européens. Dans la vie quotidienne, on a tous les jours le théâtre de ce qui se passe en France, par exemple chez nous, et on ne connaît rien de la vie des autres. Donc ça, il faut partager ça. Et puis sur le terrain, j'y reviens encore, dans les entreprises, dans les localités, il y a beaucoup de choses à faire par des échanges transfrontières, par des échanges dans tous les domaines, notamment des coopérations industrielles, des coopérations dans les domaines du transport, de l'énergie. Il faut que l'Europe vive au travers de la vie de chacun. Mais je reviens à la culture. Quand on entend culture, on pense valeurs. Pour vous, il y a des valeurs européennes qu'il faut que tout le monde s'approprie? Alors, il y a des valeurs européennes ancestrales. Les valeurs du bien, de la vérité, les valeurs des Lumières. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, on ne prend plus en compte la nécessité de régénérer ces valeurs. C'est devenu un peu des fétiches. Quand on dit les valeurs de l'Europe, c'est le marché et la démocratie, les gens disent mais le marché, il y a la finance qui domine, c'est l'envie. Le marché ne porte pas valeur en fait. Il se construit mal en plus. Et puis la démocratie, si c'est déléguer ses pouvoirs à une minorité technocratique, c'est pas tellement quelque chose de valorisant précisément. Il faut régénérer les valeurs, mais en même temps enraciner ça dans des actes, parce que on parle valeur de justice et puis les inégalités augmentent, par exemple. Les gens constatent ça tous les jours. L'Europe, c'est d'abord prendre soin de l'âme, pour parler comme ça. Et donc oui, il y a un travail sur les valeurs à reprendre, ce qui suppose aussi une éducation, j'insiste lourdement là-dessus. Et les différentes sources spirituelles sont nécessaires. La religion, la religion a fait souche, la religion a porté des questions d'éthique, la philosophie a porté des questions de la sagesse, mais aussi l'art, c'est extrêmement important. On aurait du cinéma européen montrant non pas simplement les misères des migrations, mais aussi ce qui se passe chez des gens dans d'autres pays que le nôtre d'ailleurs, faire vivre le fait que par l'image, l'Europe est quelque chose qui peut se construire. Je pourrais vous dire par exemple qu'en Espagne ou même en Hongrie, il y a des gens qui vivent le besoin d'Europe et jamais on ne montre ça dans les images. L'art doit se porter aussi. Il faut se poser la question, qu'est-ce que peut le cinéma pour l'Europe, par exemple? Vous êtes un grand cinéphile. Philippe Herzog, je l'ai dit, vous venez de publier vos mémoires. Vous avez été communiste jusqu'en 1996. Vous vous êtes aussi engagé très fortement pour l'Europe avec cette association Confrontation Europe. Vous avez été un proche de Georges Marchais. Vous êtes un proche de Michel Barnier. Puis toujours ce dialogue avec Rocard. Qu'est-ce qui fait lien? Quel est le fil dans toute cette aventure politique? Écoutez, je vous dirais, ce qui fait le lien, c'est le souci de l'unité. Alors voilà une valeur européenne, la quête de l'unité. C'est aussi d'ailleurs une valeur chrétienne, une valeur ancestrale. La quête de l'unité, c'est-à-dire arriver à ce que des gens se réconcilient, se fréquentent en se respectant dans leurs différences. Il y a une grande hétérogénéité en Europe. L'Europe, c'est partir des diversités pour faire l'unité. Et ma trajectoire, c'est que je suis sorti du camp contre camp et de la lutte de classe antagoniste, qui a quand même failli dans l'histoire. Et je connais les codes des libéraux, je connais les codes des socialistes. J'ai travaillé avec Michel Barnier, j'ai travaillé avec Michel Rocard, par exemple. Ça a marqué quand même ma vie. Donc je cherche une unité autour d'un projet commun. Et je pense que c'est l'avenir. J'ai vécu d'ailleurs l'Europe au Parlement européen. Je peux vous dire que c'est pas le clivage gauche-droite à la française. Les gens de bonne volonté des deux côtés doivent s'unir. Donc pour ceux qui participer au choix collectif, ça suppose aussi partager des choses et partager dans une diversité. Ça fait toute ma trajectoire. Alors j'ai commencé au Parti communiste qui sortait du bolchevisme quand même. Moi, j'ai jamais été bolchevique. Donc le Parti communiste voulait aussi rassembler le peuple français. Donc la beauté du sujet européen, c'est faire une unité qui fasse œuvre de paix.
les pionniers de la création de l'européenne ont fait une œuvre de civilisation. Il faut retrouver la civilisation européenne. Philippe Herzog, une dernière question. Dans l'histoire de votre famille, il y a des immigrés juifs venus d'Europe centrale. Qu'est-ce qui reste de l'homme juif en vous ? Je dirais un peu déjà une sorte d'anxiété, en ce sens que on a retrouvé Jérusalem, comme disaient les Juifs en leur temps, l'année prochaine à Jérusalem. Donc il y a cette volonté de faire l'histoire, de se retrouver et de le faire, encore une fois, un peu comme un immigré, c'est-à-dire on n'est pas scotché derrière un État, derrière une conception étroite de la République. On est dans plusieurs pays et on cherche à faire une vie commune. Donc ça me reste effectivement d'une judéité, que j'ai jamais été juif moi-même d'ailleurs, ni même un catholique. Mais néanmoins, je me retrouve dans cette souche. Merci beaucoup Philippe Herzog. Je rappelle ce livre, D'une révolution à l'autre, sur vos mémoires, publié aux éditions du Rocher. Bonne journée à vous.